Ok, alors c'est parti. Très bien, donc bonjour à tous. Donc je suis ravi de vous présenter le sujet BIM, gestion, exploitation, maintenance, donc autour de la thématique gestion des données du bâtiment pour l'exploitation. Donc Cédric Dubois, je suis de profession ingénieur dans le domaine de l'hydraulique et génie civil, spécialisé dans la direction de grands projets et de sociétés d'ingénierie dans le domaine de la construction. J'ai dirigé des pays en Suisse, des projets réalisés en Suisse et dans une dizaine d'autres pays. Puis ensuite, j'ai complété ma formation par un MBA en innovation. Et puis, je développe maintenant des activités dans les bâtiments digitaux, au Smart Building, en collaboration avec Spinalcom. Spinalcom, qui est un éditeur de logiciels dédié au monde du bâtiment digital, du Smart Building, qui fait de recherche et développement dans le domaine lié aux jumeaux numériques depuis une dizaine d'années. Pour des clients qui sont en général des propriétaires de grands bâtiments ou des investisseurs liés à des grands bâtiments dans le tertiaire ou dans l'industrie. Et puis, en tant qu'éditeur de logiciels, Spinalcom propose deux familles de solutions. Le premier, c'est un Building Operating System, donc un système d'exploitation du bâtiment. C'est l'application qui gère le jumeau numérique dont on va parler tout à l'heure. Et puis après, sur cette base-là, on peut empiler des applications. Et Spinalcom propose des applications liées à l'exploitation maintenance, mais on pourrait très bien y adjoindre d'autres applications qui fonctionnent avec le BOSS. Donc, ce n'est pas uniquement Spinalcom, du moment qu'on a des prérequis, on peut aussi mettre d'autres applications. Puis Spinalcom propose aussi des services d'intégration des systèmes dans les bâtiments, à mettre en place, et puis la formation et du service digital. Pour le menu du jour, on va commencer par une introduction sur toute la problématique. Ensuite, on va parler de la chaîne logistique des données, du jumeau numérique, donner des exemples de cas d'usage pour BIM, gestion, exploitation, maintenance, une conclusion, et puis je pourrais présenter déjà quelques questions classiques qui nous sont posées avant d'attaquer l'ensemble des questions. En introduction, je dirais que depuis des décennies, le milieu de l'immobilier a certes progressé, mais on ne peut pas dire que voilà, il y a énormément changé de manière fondamentale. Maintenant sont arrivées la transition énergétique et écologique, la responsabilité sociétale des entreprises et bien sûr la révolution numérique. Le tout catalysé par le Covid-19. Et donc tous ces éléments-là poussent pour faire des bâtiments d'un nouveau type. Et je pense que notre génération a la chance de pouvoir maintenant faire des bâtiments qui vont vraiment changer la donne. Et c'est un petit peu ce qui peut se passer, c'est comme ce qui s'est passé avec le téléphone. Quand on est passé au smartphone, on voit qu'on a eu tout d'un coup des outils beaucoup plus intelligents et qui peuvent proposer beaucoup plus de services. Et c'est l'idée d'un bâtiment plus intelligent, donc c'est qui propose de différents services et de nouveaux services pour les utilisateurs et pour les occupants. Et puis une autre évolution qui permet d'avancer vers ces bâtiments d'un nouveau type, c'est le BIM. Le BIM est une révolution pour deux choses. La première, c'est qu'à notre connaissance, c'est la meilleure description du bâtiment qui existe. Qu'on se voit être de manière très détaillée ou pas, on a une description qui est extrêmement fine ou extrêmement bonne du bâtiment. Deuxième chose, quand on met en place une maquette BIM, on fait ce qu'on appelle une base graphe, c'est-à-dire qu'on crée des liens entre les objets. Vous avez une porte qui va se trouver dans un mur, etc. Les deux sont liés. Donc on crée ce qu'on appelle une base graphe qui a des nœuds et des arcs. Donc on crée des liens entre les éléments. Donc, je dirais le BIM est de plus en plus en construction. Il permet d'augmenter la collaboration entre les différents acteurs pour améliorer l'acte de construire. Maintenant, beaucoup de maîtres d'ouvrage ont envie d'utiliser ces outils pour passer à l'exploitation maintenance. Maintenant, ils rencontrent un certain nombre de difficultés pour que ça marche de manière efficace. Pourquoi ? Déjà, c'est fondamentalement parce que le contexte change. Quand on est à la conception, la construction, et quand on passe à l'exploitation, vous avez déjà des acteurs différents et plus nombreux. Et ces acteurs ont des usages et des besoins différents. Et ces premiers besoins génèrent deux choses. Première chose, c'est un besoin d'interconnecter les différents systèmes entre eux. Donc si on regarde par exemple ici, un occupant qui veut gérer ses salles, donc par exemple se réserver une salle de conférence, donc il a un outil Outlook pour réserver ses salles. Maintenant, ce qu'il aimerait déjà, c'est être sûr que cette salle n'est pas occupée pour la maintenance, quand il va arriver, il n'y aura pas le mainteneur en train de changer l'ampoule.
Donc il aura besoin de créer un lien avec le système peut-être de maintenance, donc GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur. Ensuite, on voudrait que les équipements vidéo de visioconférence soient pleinement fonctionnels, donc en lien avec le système IT. Et puis, pour l'exploitation du bâtiment, de manière générale, on aimerait bien dire, pour mieux piloter l'énergie, on va avoir une température basse. Quand les gens viennent dans la salle, on va augmenter la température. Et puis, quand ils repartent, eh bien, on va la rebaisser. Donc, en lien avec le système de gestion d'énergie. Donc, c'est la première chose qui change. La deuxième chose, c'est que quand on va venir avec les automates de confort et autres, on va générer des milliers de données par jour. Ensuite, les systèmes avec la maintenance qui va gérer des tickets, etc. Tous ces utilisateurs vont générer beaucoup de données. Et donc, la difficulté va venir de gérer toutes ces données. Et quand on est dans une maquette BIM, eh bien, on va mettre à jour quelque chose et ensuite on va envoyer le fichier. Donc on envoie un fichier entier pour une modification. Donc on voit que quand on commence à avoir de nombreuses données et à échanger, ça devient plus compliqué. Donc, pour résoudre ce problème, différents acteurs, dont Spinalcom, qui fait partie des précurseurs, ont développé ce qu'on appelle des Building Operating Systems. C'est un système IT qui permet de gérer la base de données du bâtiment, qui est le jumeau numérique. Ce jumeau numérique donc, a besoin de différents points pour bien fonctionner. Premièrement, idéalement qu'il prenne au mieux ces informations du BIM pour pouvoir intégrer ce référentiel commun, ces liens donnés par le graphe, idéalement. Ensuite, vous avez vu qu'il y a des systèmes différents, des données en temps réel, des données de maintenance avec des événements, etc. Donc des données hétérogènes, et l'idéal, c'est de pouvoir les intégrer au mieux. Ensuite, pour que ça marche, il y a différents prérequis aussi. C'est-à-dire que pour que vous puissiez interconnecter ces différents systèmes, il faut que les systèmes soient ouverts, c'est-à-dire qu'ils aient par exemple des protocoles standards normés ou ce qu'on appelle les interfaces de programmation, des API, qui permettent d'ouvrir les différents systèmes. Et si vous voulez connecter un nouveau système, par exemple, je reviens sur l'aspect de la maintenance, un outil logiciel de maintenance, et qui n'a pas ces ouvertures, ça ne marchera pas, il ne pourra pas se raccorder au reste. Ensuite, ce qui est important pour que cela fonctionne, c'est l'organisation des données. Idéalement, pour l'exploitation, que vous ayez une pièce qui soit dans un étage, dans un bâtiment, et donc vous avez toute une arborescence qui peut fonctionner de manière efficace. Et enfin, il faut que vous puissiez lier les éléments entre eux, lier le monde virtuel avec le monde réel. Et donc, que vous ayez des identifiants, par exemple des automates, des systèmes d'automates, qui se retrouvent dans le jumeau numérique, pour que vous puissiez faire le lien entre les deux. Et avec ça, vous allez avoir un gain de temps important, vous allez avoir aussi un gain de ressources, comme on va en parler tout à l'heure, et puis vous pourrez développer des nouveaux services pour améliorer le confort des occupants, leur productivité, parce qu'ils vont retrouver les choses de manière plus facile, par exemple, ou pourront communiquer sur l'espace avec les intervenants de manière plus efficace, puis ça peut aussi aider l'image de la société. Voilà, cela étant dit pour l'essentiel, maintenant je vais aller un peu plus pour illustrer ces propos. Donc tout d'abord, la chaîne logistique des données. Si on revient sur les différents occupants que vous avez vus tout à l'heure, eh bien, ils auront des besoins peut-être de gérer de l'énergie, d'assurer de la sécurité, de pouvoir se géolocaliser facilement, d'avoir peut-être des aspects d'hygiène, de confort, etc. Et donc, des applications. C'est ce que vous voyez ici, donc des applications qui vont leur apporter ces différents services et adresser leurs différents usages. Maintenant, pour que ces applications fonctionnent, eh bien, ils ont besoin de données. Et ces données peuvent être mises un peu comme pour le pétrole, elles doivent être extraites, transportées, enrichies, peut-être même on enlève le plomb ou autre, etc., pour que ça arrive à la pompe. Donc vous avez toute une logistique d'ingénierie, on va dire, pour amener ces données. Donc si on part depuis le début, qui est l'extraction et le transport, eh bien, vous avez trois sources principales de données qui vont être utiles pour ces applications. La première, c'est tout ce qui vient des données et des outils de terrain, donc les OT, Operational Technology, donc qui vont vous donner toutes les données en temps réel, température, etc. Deuxième système, le BIM, on en a parlé, qui vous donne toute cette description de l'espace et ce lien entre les choses, qui permet donc de vous repérer. Et puis des applications IT, de réservation de salles ou autres, qui viennent aussi donner ces informations.
Ensuite, ces données sont amenées dans le jumeau numérique, cette base de données du bâtiment, qui va pouvoir les enrichir, les stocker avec de nouvelles informations. Je vais vous donner un exemple juste après. Et puis ensuite, via ces systèmes d'interface de programmation, donc API, ils vont être amenés dans les applications pour aller vers les occupants. Et puis vous allez avoir bien sûr des droits d'accès, éventuellement ce qu'on appelle une API Gateway, donc un élément qui vous permet de filtrer qui a droit à quelles informations. Je vous donne un exemple, donc qui fonctionne avec les systèmes que nous proposons. Donc vous avez une température qui augmente dans une pièce et qui génère une alarme. Donc, vous avez une première information qui vient du système OT, donc pour le seuil de température. Ensuite, cette information est amenée dans le jumeau numérique et le système va l'enrichir, va amener du contexte. Dire, voilà, dans cette salle, il y a aussi un ticket de maintenance qui a été ouvert pour un appareil, qui est le ventiloconvecteur. La consigne de température, elle est de 21 degrés pour votre information dans cette salle. Et cette salle s'appelle Jura, elle est au premier étage, orientée au sud. Et puis elle est actuellement inoccupée. On prend ces informations-là, et puis il les amène plus loin, et il va les donner pour le mainteneur, parce que ça, c'est des informations qui pourraient lui être utiles. Ensuite, il pourra aussi amener d'autres informations pour l'application occupant, qui va dire, voilà, cette salle est indisponible parce qu'il y a une alarme, il y a un problème. Et puis, si on remonte sur l'applicatif du mainteneur, lui, il va pouvoir localiser les alarmes en 3D sur le jumeau numérique et puis avoir les informations de stockage dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc ces éléments-là permettent de faire fonctionner le système et donc de bien faire fonctionner cette base de données qu'est le jumeau numérique, que je vais vous présenter maintenant. Donc le jumeau numérique, si on commence par une définition, je vais en donner deux. Donc, M. Greaves, qui est un scientifique américain, qui dit que c'est une image virtuelle qui contient toutes les informations d'un produit physique et le reflète tout au long du cycle de vie du produit, donc la notion de temps. Haute définition, un jumeau numérique est un modèle représentant et partageant de manière précise une description, un état à jour, un historique et le comportement d'un asset physique. Donc on voit qu'on a trois notions. On a la notion de description, la notion de synchronisation, c'est-à-dire de temps réel, et puis la notion de comportement. C'est-à-dire que s'il se passe ci, on va pouvoir faire ça. Maintenant, comment on construit ce jumeau numérique? Tout d'abord, on va commencer par lui donner le squelette de description de l'espace, c'est-à-dire qu'on va prendre le BIM et puis créer ce squelette et prendre déjà les informations qui sont rattachées au BIM. Ensuite, on pourra y amener des documentations externes, des notices d'utilisation, d'équipement, etc. Et puis, y amener, l'enrichir avec plus de contexte. Par exemple, si on a différents équipements, des espaces liés à un mainteneur, on pourrait dire, voilà le périmètre, c'est sur tel étage, etc. Quand on clique sur les éléments, on peut savoir aussi quel est le périmètre d'intervention. Donc, on lui donne du contexte. Avec ces deux premiers éléments, on obtient ce qu'on appelle un jumeau numérique statique, c'est-à-dire fait avec des données froides, c'est-à-dire pas des données dynamiques, donc des données d'espace et d'information. Et on peut déjà adresser pas mal de cas d'usage où les gens, justement, avec des accès différents de cette base de données, peuvent trouver facilement l'information et de manière visuelle. Ensuite, troisième étape, on va venir connecter les systèmes dynamiques. Donc des automates de confort, des objets connectés, et puis aussi raccorder à d'autres logiciels comme la maintenance, réservation d'espace, agenda ou autre, gestion d'énergie. Et donc, on va permettre de mieux, avec ces éléments-là, de piloter de manière plus efficace le bâtiment. Et ensuite, une fois qu'on a ça qui est en place, on peut passer sur la partie comportement. Carte 4, donc par exemple des comportements dans le sens, voilà, s'il y a plus que X personnes dans cette salle, on est en temps Covid, il y a plus que X personnes, ok, on génère une alarme. Voilà, c'est un comportement simple. Et puis après, on pourra aller, le monde est vaste, avec l'intelligence artificielle, et puis commencer à faire des modèles prédictifs ou autres sur la base d'informations. Mais ce qui est important, c'est que justement, pour des algorithmes d'intelligence artificielle ou autres, on a besoin de données de qualité et de contexte. Et après, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, je vais vous présenter un démonstrateur qui a été réalisé avec Vinci et qui va vous présenter
si je dois reprendre voilà, les éléments ici pour pouvoir vous présenter, qui va vous montrer une maquette physique réelle et puis son jumeau numérique qui s'affiche en face. La dame qui présente ici, c'est Madame Oudamata de Vinci, qui est responsable Smart Building pour Vinci Énergie. Donc, première étape, on va voir donc cette maquette, et puis on va voir les automatismes d'éclairage. Donc ici, si on voit la maquette physique, on met la main, ça va donc générer, système de présence va générer une alarme, enfin une alarme va montrer qu'il y a la présence et va mettre la lumière qui va ensuite s'afficher en temps réel aussi dans le jumeau numérique. Autre possibilité, vous avez une télécommande sur votre smartphone qui vous permet de commander la lumière, les stores ou d'autres éléments. Et donc, quand on règle ou on baisse la lumière, vous voyez que ça baisse dans la maquette et que le jumeau numérique aussi change de lumière. Ensuite, autre aspect, vous avez un utilisateur qui, avec son smartphone, va aller flasher un QR code, voilà, qui va avoir un lien avec une application, qui va lui permettre de dire, ben voilà, dans cette salle, j'ai trop froid, oui, elle est sale, il faudrait qu'on puisse faire un nettoyage. Et vous allez voir à gauche ici que le jumeau numérique, dans son aspect de ticket, va automatiquement récupérer ce ticket-là. Et plus là, vous voyez, plus loin dans un autre logiciel de maintenance. Ensuite, l'aspect déclenchement d'alarme. Donc, vous avez une pièce, on va générer du CO2, qui va ensuite déclencher une alarme, qui va donc mettre en place l'équipement. Et on voit que d'abord, c'est devenu rouge parce qu'il y a une alerte pour le CO2. Et ensuite, le jumeau redevient bleu parce que l'alarme est retombée. Donc, on voit bien le lien en temps réel entre un asset physique et son jumeau numérique. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter, donc maintenant qu'on a vu le concept du jumeau numérique, tout ce qui tourne autour, les cas d'usage. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et je donne un certain nombre d'exemples. Donc, on part d'abord des besoins. Quels sont les besoins? Et on a présenté ça sous la forme d'une pyramide de Maslow. Voilà, les besoins humains, donc d'abord manger, etc. Et on a le même principe sur l'aspect des données. La première chose qu'il faut, c'est connaître, savoir, avoir l'information, avoir les données brutes. Ensuite, on a envie, dans le point 2, de pouvoir les partager, pouvoir y accéder, les voir, etc. Ensuite, troisième point, de pouvoir interagir avec ces informations, envoyer des informations à une autre personne, puis connecter des systèmes dynamiques et donc pouvoir automatiser les choses. Et à la fin, pouvoir faire disons, du prédictif, pouvoir gérer ces données pour avoir une vue plus globale des tableaux de bord, par exemple. Donc, on voit que si on repasse vers le bas, d'abord, le besoin, c'est de stocker ces données, de les avoir, de les obtenir. Ensuite, eh bien, tout ce qui est lié à la gestion des droits, comment on organise ces données pour pouvoir les partager. Ensuite, tous les processus, réservation, ticketing, qui viennent avec. Ensuite, quand on connecte les systèmes en temps réel, il va falloir pouvoir synchroniser ces systèmes, orchestrer ces données en temps réel, et puis faire du machine learning. Et donc, on voit tout à droite, au début, on commence par prendre le BIM, on y ajoute de la documentation. Ensuite, on relie avec les logiciels IT et puis les outils terrain. Donc, pour illustrer ça, premier cas, si vous voulez accéder, partager et connaître, voilà, vous avez un exemple ici en haut d'une jette du bâtiment. Donc, vous allez cliquer sur une pièce ou un objet et pouvoir accéder à sa documentation. Ensuite, vous pourrez aussi voir, disons, tout l'inventaire qu'il y a dans une pièce. Ou alors, en bas, avoir des données de surface ou d'occupation. Autre exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc vous pouvez interagir avec une application qui vous permet de signaler des éléments de maintenance ou d'exploitation, ou alors vous avez aussi la possibilité, par exemple une télécommande du bâtiment qui peut vous permettre d'appeler l'ascenseur, de réserver des salles, ou peut-être, si vous avez les droits par rapport à des consignes quand même qui sont mises dans le bâtiment, de pouvoir modifier la température ou adapter certains éléments. Et maintenant, quand on voit de manière plus l'aspect piloté, corrélé, etc., là, on vient dans les données en temps réel. Donc, vous avez déjà des hyperviseurs qui pourront permettre de voir les données en temps réel et leur évolution. Vous pouvez faire des dashboards et puis vous pouvez aller dans une gestion anticipative. Si on prend un exemple pour l'énergie, eh bien, vous pouvez prendre des données d'occupation historique. Voilà, en général, le mardi, le bâtiment est pas mal occupé. Ensuite, l'occupation actuelle, la consommation par zone en fonction de vos capteurs, pour savoir quelle est la consommation en temps réel d'une zone.
Vous pouvez aussi dire, est-ce qu'il y a des gens ou pas dans ces pièces ou dans cet étage? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent par le contrôle d'accès? Donc, il va falloir générer plus il faudra en tenir compte dans l'énergie. Vous pouvez intégrer aussi des données de météo. Donc, vous voyez, beaucoup de données hétérogènes et différentes qui vont vous permettre de piloter l'énergie de manière, par exemple, prédictive. Maintenant, si on vient, on se plaçant plutôt du côté des acteurs, et plutôt dans des cas qui sont liés au bureau et à l'industrie, eh bien déjà le mainteneur, une chose importante qu'il peut faire, c'est, on l'a vu, c'est localiser rapidement les équipements qui ont un souci sur lesquels il veut travailler et voir ces données en temps réel, avoir des accès statistiques. Et si on imagine que, par exemple, dans un bâtiment de 20 000 m² qui a à peu près 1000 occupants, et que ces occupants génèrent chacun un ticket de maintenance une fois par mois, donc vous avez environ 12 000 tickets par an, et qu'il faut peut-être 1 heure pour traiter ce ticket à la personne, si vous pouvez lui faire gagner un quart d'heure ou une demi-heure à chaque fois, vous voyez que c'est plusieurs milliers d'heures, 6 000 par exemple, qu'il va pouvoir économiser. Et donc, c'est du temps qui pourra être consacré pour mieux anticiper, mieux gérer et donner un service de meilleure qualité. Autre cas qu'il peut y avoir pour l'exploitation maintenance, c'est organiser le nettoyage, non plus que simplement par des tournées classiques, mais aussi en fonction de l'occupation réelle des espaces, et d'organiser les agendas en fonction. Ensuite, pour le mainteneur aussi, un cas non négligeable et important, c'est d'éviter d'être dérangé par de nombreux occupants qui veulent avoir accès à l'information. Parce que maintenant, ces occupants peuvent accéder via une interface web facile aux jumeaux numériques pour récolter les informations, mais celles auxquelles ils ont droit. Parce qu'évidemment, le mainteneur aura peut-être des informations, un accès à une manière plus large aux informations, mais les services RH pourront voir les occupations d'espace seulement, par exemple, pour faire leur facturation interne ou que sais-je. Autre aspect qui peut être utile, c'est de géolocaliser les équipements. Alors pour le mainteneur, mais ça peut aussi être pour les occupants. Par exemple, dans un hôpital, les lits d'hôpitaux qui se déplacent beaucoup ou certains équipements mobiles, il peut être intéressant de pouvoir les géolocaliser. Ensuite, on a parlé aussi de l'aspect gestion d'énergie pour le fournisseur d'énergie, pouvoir gérer la température en fonction de l'occupation ou des données de réservation. Donc tout ça va aider l'exploitant à mieux piloter, mieux exploiter son asset et son bâtiment. Pour avoir des gains donc, qui se représentent aussi pour tous les acteurs, on peut limiter des risques, augmenter la productivité, avoir des économies de ressources, apporter une meilleure qualité et puis vous gérez mieux l'énergie, mieux certaines ressources, donc vous avez aussi une empreinte carbone qui est améliorée. Si on se place du côté des occupants, donc plus du cadre de travail, on a parlé du cadre réservé de salle de réunion tout à l'heure, qui pourrait être libre et fonctionnel. On peut ensuite inviter automatiquement une personne à partir d'Outlook, une personne externe, qui elle-même pourrait avoir ensuite, via un autre système qui est lié au contrôle d'accès, un QR code qui permet d'entrer dans le parking et dans le bâtiment. Et puis cette personne, pourquoi pas, pourrait elle-même se géolocaliser pour trouver la salle. Ensuite, pour les services administratifs, il pourrait comparer le nombre effectif de personnes dans un certain nombre de salles par rapport aux réservations et se dire, bon, ok, tel espace est plus occupé, d'autres moins, il faudrait qu'on augmente la taille des salles de conférence parce qu'on voit qu'en général, les gens sont trop serrés et on peut donc mieux réorganiser l'espace. Ils ont des informations faciles pour pouvoir, disons, se projeter et programmer des choses dans le futur. Et puis après, d'autres choses qui peuvent être accessibles via, en cliquant sur des éléments pour avoir des fichiers, des données via Excel, Word ou autre. Donc ça leur permet à ces différents acteurs d'augmenter leur efficacité et leur confort au travail. Et si on se passe du côté de propriétaire, alors un élément que je n'ai pas mentionné ici, mais qui est lié plus, non pas sur l'exploitation maintenance, mais sur l'aspect de l'achat-revente, c'est que si, parce que vous avez un bâtiment qui est digital et que vous avez donc un carnet de santé qui donne tout ce qui s'est passé dans ce bâtiment, quelles ont été les opérations de maintenance, les différents aspects d'exploitation des équipements, etc., vous facilitez fortement le processus d'achat pour l'autre personne qui va avoir un accès facile aux informations plutôt que de chercher dans les classeurs, etc. Donc, vous apportez un gain dans le cas de l'aspect revente. De la revente. Et puis aussi, vous proposez un bâtiment qui est digital, qui propose de nouveaux services, peut-être qui va meilleure empreinte carbone. Donc ça aussi, ça facilite la revente d'un bâtiment. Et donc, si vous avez, vous gagnez 6 mois d'un bâtiment qui coûte 20 millions et qui a 1 ou 2 millions de locations par an, vous voyez que ça devient pas négligeable. Ensuite, si on reste dans l'aspect exploitation en tant que tel,
eh ben, pour le propriétaire, ça lui permettra par exemple de mettre à jour plus facilement les surfaces occupées par rapport au locataire, de pouvoir facturer automatiquement des espaces par exemple de coworking qui sont utilisés par différentes personnes de manière voilà, fréquente et variée. Ou alors, le propriétaire pourra aider les prestataires, facility managers, nettoyeurs ou autres, en leur donnant accès à des informations du bâtiment. Donc, il pourra aussi pour lui éviter des clauses de sauvegarde dans les contrats en disant « Ah, je n'ai pas telle information, je ne connais pas telle chose, donc je facture un peu plus parce que, ou je fais un contrat plus cher parce que je n'ai pas ces informations. » Donc, on peut éviter aussi ces éléments-là. Autre chose, ben, on en a un petit peu parlé, maîtriser les règles sanitaires, par exemple, en cas de pandémie, pour dire ben, voilà, on peut vérifier qu'il n'y a pas plus que X personnes par salle ou autre. Il y a l'aspect sécurité du bâtiment. Par exemple, s'il y a une fuite quelque part, on retrouvera plus facilement l'organe de coupure. On peut même faire des aspects automatiques. On peut communiquer de manière claire et sur différents supports, différents logiciels s'il y a des aspects de sécurité. Puis le service d'intervention pourra peut-être retrouver plus facilement savoir quelle partie du bâtiment est occupée ou pas en cas d'incendie, par exemple. Et puis, bon, aussi, tous ces éléments-là, toutes ces données qu'on peut apporter, eh ben, peuvent aider des indicateurs divers et variés, et notamment des indicateurs environnementaux. Donc ça, globalement, ça va aider à rentabiliser, sécuriser et mieux respecter un certain nombre d'objectifs pour le propriétaire et les gens responsables de la sécurité. Voilà, maintenant, je vais vous présenter un exemple sur une maquette de jumeaux numériques et quelques exemples de ce qu'on peut faire avec. Après la petite présentation d'office, voilà, avec. Donc, première chose, voilà, vous avez un bâtiment et vous pouvez déjà avoir une immersion. Alors, on n'est pas toujours obligé d'avoir des niveaux de détail aussi précis, mais en tout cas, dans l'idée, c'est que les gens peuvent se projeter dans ce nouvel espace, futur ou actuel, pour communiquer entre eux, donner des informations diverses et variées. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire avec un jumeau numérique. Donc vous voyez bien que ça nécessite aussi que les données fonctionnent bien pour que vous puissiez avoir un temps réel assez rapide. Ensuite, deuxième chose, vous pouvez avoir des cartes de chaleur. Par exemple, ce qu'on va vous présenter ici, eh c'est savoir si des salles sont occupées ou pas. Donc les salles rouges sont occupées et les salles vertes sont libres. Maintenant, on pourrait se dire aussi, j'aimerais vérifier l'état de réservation. Pourquoi les salles rouges sont réservées et les vertes ne le sont pas. Et on pourrait se dire, voilà, où est-ce que je vais aller travailler pour aller dans une salle qui ne sont ni réservées, ni occupées. Ou comparer pourquoi les salles réservées ne sont pas occupées, vice-versa. Ensuite, on peut aussi voir, par exemple, les lumières, qu'est-ce qui est allumé en temps réel ou pas, pour vérifier que le soir, tout le monde part en ayant éteint la lumière ou que ça se fonctionne bien pour s'éteindre. Et puis, autre chose, vous voyez, dans la visite virtuelle, vous voyez aussi ces éléments de carte de chaleur et vous pouvez le voir. Donc, par exemple, là, on voit au fond que la salle est allumée parce que le fond est jaune et c'est un indicateur de la carte de chaleur. Ensuite, vous avez accès à l'information, on l'a vu en cliquant peut-être directement sur des éléments, ou en pouvant faire des recherches ou cliquant sur des espaces selon une autre organisation. C'est la même donnée, mais on y accède de manière différente. Et on peut par exemple ici isoler un espace, voilà, et aller regarder quelles sont les informations en temps réel de cet espace. Donc là, c'est des données, je précise, simulées, puisqu'on ne peut pas, pour des raisons de confidentialité, donner les données réelles de ce bâtiment-là. Et donc, vous avez des éléments voilà, de température qui changent, des données d'occupation. Et vous pouvez ensuite tirer des historiques ou des données selon différents pas de temps et comparer voilà, occupé, pas occupé, nombre d'occupants et différentes choses. Vous pouvez tirer donc des informations qui vous sont utiles ensuite pour programmer ou pour comprendre ce qui se passe dans votre bâtiment. Autre élément pour aider à la décision, vous pouvez rechercher des équipements, certains types des équipements, les compter, etc. Donc là, on peut aussi faire apparaître, si on voudrait, en grisé des éléments du bâtiment pour mieux surpérer. Là, c'est pour vous montrer qu'on peut dissocier les différents types d'informations et aller regarder un équipement précis, voir comment il est géographiquement et aller rechercher différents types d'informations. Ensuite, la gestion de l'espace. Vous avez différents dashboards pour voir où sont les salles de réunion, la cafétéria, quelle surface ils occupent. Et vous pouvez les voir, différentes manières de les présenter, camembert ou bien histogramme. Ensuite, dans ces salles, vous avez aussi des informations de qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans, voir quels sont les tickets de maintenance qui sont dans ces points, quelle est la documentation. On peut même mettre des chats dans les pièces ou programmer des calendriers, savoir qui occupe telle salle à quel moment et faire des tournées de nettoyage ou autre. Ensuite, vous pouvez aussi accéder directement à l'information en cliquant sur l'élément. Donc là, vous allez cliquer sur un équipement et vous pouvez voir quels sont ses attributs, quels sont
ces informations, et puis créer par exemple un ticket directement à partir de cette vue 3D, pour dire, voilà, il faut nettoyer la salle, ou il faut réparer parce qu'il y a un problème électrique, etc. Et ça va envoyer un ticket qui sera rattaché à l'objet, mais qui va aussi pouvoir être envoyé au logiciel de gestion maintenance, par exemple, qui est raccordé au jumeau numérique. Et puis après, si on veut communiquer pour dire, ben voilà, je donne un détail de cet espace qui pose problème, etc., on peut très bien prendre une image et puis l'envoyer, et ça sera attaché à l'objet, et ça restera donc dans la base de données, dans laquelle vous pouvez ensuite créer tout un historique sur différents événements qui sont passés sur ce bâtiment, sur cet équipement. Voilà, donc ça c'est une manière d'illustrer ce qu'il peut faire avec un jumeau numérique. Donc maintenant, en conclusion, comme on l'a dit, voilà, on a maintenant vraiment l'occasion de pouvoir faire des bâtiments d'un nouveau type, qui sont des bâtiments, voilà, qui vont vers le futur, qui apportent de nouveaux services. Et ça, c'est grâce à un cocktail, je dirais, qui comprend la révolution numérique, la transition énergétique et environnementale, responsabilité sociétale, qui ont donc généré ça. Et puis surtout le BIM, qui apporte donc ces deux éléments fondamentaux, qui est une description très précise du bâtiment, et puis ce lien qui crée entre les éléments. Maintenant, pour que ça marche bien en exploitation, donc il faut passer à une base de données, une vraie base de données du bâtiment, c'est-à-dire un jumeau numérique, qui, voilà, pour que ça fonctionne bien et que le tout fonctionne bien, est un référentiel commun partagé, cette notion d'espace que tous les systèmes, tous les utilisateurs du bâtiment ont en commun, c'est cet espace. C'est la source de base, et il faut qu'il soit commun, partagé, et que ce soit un même référentiel pour que ça soit efficace. Donc à ce moment-là, vous apportez du contexte, et c'est là que vous pouvez avoir le plus de gains. Ensuite, un prérequis important, c'est que les systèmes qu'on veut raccorder doivent être des systèmes ouverts, donc avec des protocoles qui sont normés, ou ces fameuses interfaces de programmation API qui soient ouvertes et documentées. Et sur cette base-là, vous allez pouvoir réaliser de nombreux gains. Le premier, c'est qu'avec tous ces éléments, des dashboards, d'autres éléments que vous pouvez assembler, vous auriez une prise de décision plus éclairée, entre guillemets. Et puis après, vous pouvez avoir une meilleure gestion des risques, productivité, économie, qualité, et une meilleure empreinte environnementale, si c'est un aspect important pour vous. Donc, dans ce contexte-là, on peut passer, si on se replace au niveau des acteurs du BIM, au BIM manager, à un vrai data manager, qui serait quelque part le garant du référentiel partagé et de l'organisation commune des données des différents systèmes. Donc, quelque part, un nouveau métier qui peut se créer aussi en même temps pour les spécialistes du BIM. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention sur cette première partie donc de présentation. Ce que je vous propose, sauf si vous voulez directement démarrer avec des questions, c'est que je présente déjà en deux sujets classiques des questions qui nous sont posées. Donc, première chose qu'on peut avoir, c'est comment on met à jour un jumeau numérique et pourquoi. Donc, quand on met un jumeau numérique à jour, on a deux éléments, deux cas de figure. Premièrement, en tout cas, et ça c'est avec la logique que nous avons avec nos systèmes en tout cas, si, comme vous l'avez vu, c'est le BIM qui apporte cette notion d'espace. Donc, si on doit modifier quelque chose, on va régénérer à partir de la base de données un nouveau fichier dans le modeleur BIM, qui a donc l'état à jour avec le jumeau numérique. On va, par exemple, faire un recloisonnement, une modification d'espace, ou amener un nouvel équipement. Donc, mettre ce changement géographique dans le modeleur, et ensuite, ce fichier BIM, on va le retélécharger dans le jumeau numérique. Donc, on aura fait ce changement d'espace. Tout le reste des données, c'est-à-dire l'accès à la documentation, des attributs, etc., peut être fait directement dans la base de données. Mais comme on a cette notion importante de l'espace, eh bien, on repasse par le BIM dans ces cas-là. Le cas, par exemple, d'un recloisonnement, c'est un cas assez compliqué dans le cas du bâtiment. Donc, vous avez ici une pièce et tout d'un coup, vous la séparez et vous avez un nouvel espace. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est effectivement passer via le modeleur BIM pour mettre à jour géographiquement. Et ensuite, eh bien, par exemple, un luminaire qui était dans une pièce était
via un contrôleur, ben maintenant il naît dans une autre pièce via un autre contrôleur. Donc ce qu'on fait, si on va dans une manière la plus automatique possible, ce qui peut se faire avec certains automates, on va déjà vérifier en termes d'écart qu'est-ce qui se passe. On a des mesures d'écart, on dit ben voilà, ce luminaire maintenant il n'est plus dans la même pièce. Donc comme le jumeau numérique a le lien avec le monde réel, donc enfin le monde des automates, il a le lien, toute la suite logique des différents éléments liés aux équipements. Il recrée ce lien logique en disant, ben voilà, maintenant ce luminaire, tu es lié non plus avec le contrôleur 1, mais avec le contrôleur 2. Et dans un monde qu'on peut faire, mais qui dépend des types d'automates, on peut ensuite rebasculer cette information pour reprogrammer l'automate qui saura qu'effectivement, ben maintenant, ce luminaire est connecté avec tel contrôleur et plus tel autre. Donc, on peut faire des choses de manière plus ou moins automatique, mais en fait, ce qu'on doit faire, c'est d'abord, on modifie l'espace via le modeleur BIM, et ensuite, on modifie le lien, on va dire maître-esclave, donc qui commande quoi dans les équipements, qu'on reprend du lien logique avec le MCR. Et donc là, on voit ici l'exemple d'un outil de recloisonnement. Et vous voyez ici, au centre, l'attribut, donc GTB ou MCR, qui vient du monde du MCR, mais qui est reproduit ici dans le jumeau numérique. Et c'est ce qui permet de faire le lien. Et puis on va en bas à droite, effectivement, ces liens maître-esclave, en des différentes rampes, etc., et des éléments supérieurs en dessus, qui sont recréés. Ensuite, en termes de niveau de détail pour les maquettes BIM, eh bien, quel niveau de détail? Ça dépend de vos besoins. Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est la première chose. Vous voulez faire une visite virtuelle très détaillée, donc au niveau de détail compliqué, ou pouvoir regarder très précisément sur des pièces, ou simplement, en tant que mainteneur, pouvoir savoir globalement et grosso modo où sont les équipements, et à ce moment-là, entre guillemets, des cartons de chaussures vous suffisent pour localiser les éléments. Donc, le niveau de détail dépend de ce dont vous avez besoin. S'il n'y a pas de maquette BIM au départ, eh bien, en tout cas, dans le cas de création d'un jumeau numérique, on en a besoin, c'est obligatoire. Maintenant, on peut très bien faire une maquette BIM light, peu détaillée pour des premiers cas d'usage, et le cas échéant, monter en détail plus tard si nécessaire. Mais la maquette BIM est requise pour pouvoir faire un vrai jumeau numérique, et c'est relativement logique. Voilà, ça c'était pour les éléments. Donc, je vous remercie encore pour votre attention sur tous ces éléments-là, et puis je vous propose de poursuivre avec les questions-réponses.